Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Alors, nous, c'est un peu spécial par rapport à ce qu'on a entendu ce matin parce qu'on n'est pas du tout des experts du Lean. On a un peu découvert ça par hasard. Voilà. Mais on va vous expliquer ce qu'on a fait avec l'aide de notre coach. Et du coup, on va d'abord se présenter. Donc, moi, je suis donc Éric Cassagne. Je suis directeur de l'administration commerciale de la coopérative U. Donc, je vous expliquerai ce que c'est que l'administration commerciale. Et je ne suis pas venu seul. Donc, Bonjour à tous, Laurence Desvéronnières. Donc, je travaille dans l'équipe d'Éric. Et comme l'a dit Éric, nous découvrons la démarche Lean. Je suis responsable du domaine offre et on a été accompagné pendant quelques mois par Laurent. Et donc, je vous remercie par avance pour votre indulgence parce qu'on débute dans la démarche. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Laurent, le coach. Donc c'est lui le coupable. Voilà. Très bien. Donc juste effectivement, donc coopérative U, derrière cette notion de coopérative, il y a des magasins. Donc on peut juste mettre la slide d'après. Voilà qui on est et qu'est-ce qu'on représente aujourd'hui. Donc la coopérative, c'est le 4e distributeur en France. Voilà, c'est à peu près 1700 magasins qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Des entrepôts un peu partout et puis un peu de présence à 2-3 endroits dans le monde. Voilà, et pour donner un chiffre également, quand on additionne les magasins, la coopérative, aujourd'hui c'est à peu près 80 000 personnes en France qui travaillent aujourd'hui pour notre entité. Voilà. Alors effectivement, on s'est dit que le plus simple c'était de parler de clients. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de vous expliquer dans notre métier. Donc vous êtes tous clients de coopérative U, j'espère, ou d'un autre, tant pis pour vous. Et le produit que vous achetez en magasin, en fait, il est passé à travers un certain nombre d'étapes. Donc ces étapes, si j'essaye de les raccourcir et de les simplifier, vous allez vite comprendre. Un acheteur va trouver un produit, va trouver un fabricant. Ce fabricant va effectivement fabriquer le produit. Derrière ce produit, il va communiquer un certain nombre d'informations sur des prix d'achat, sur des ingrédients quand il s'agit de produits alimentaires. Il va communiquer des informations logistiques. Donc il va communiquer un certain nombre d'informations qui vont permettre ensuite derrière à un acheteur de mener in fine une négociation. Cette négociation va permettre ensuite à un approvisionneur d'acheter des produits et de faire venir ces produits finalement fabricant jusque dans nos entrepôts. Alors le fabricant, il peut être à côté. Hier, on parlait des pommes de terre, mais il peut être aussi en Asie ou il peut être ailleurs. Donc il faut approvisionner ce produit dans nos entrepôts. Une fois que le produit est dans l'entrepôt, évidemment, il faut l'amener jusque dans le magasin. Une fois qu'il est dans le magasin, il faut que le client puisse le choisir. Donc il est à disposition une information, un libellé, un prix, donc toutes ces informations qui vont in fine permettre à ce client de l'acheter, vous, et donc de passer en caisse, et donc effectivement de régler le produit. J'aurais pu rajouter la dimension digitale, et vous imaginez aussi la même chose avec la photo du produit et un certain nombre d'ingrédients, un certain nombre d'éléments qui vont effectivement circuler. Et en fait, tout ce que je viens de vous décrire, c'est le flux physique d'un produit. Et je vous ai donné de manière un peu subliminale derrière ce flux produit des informations de données produits. En fait, l'administration commerciale gère en fait toutes les données produits qui accompagnent le flux physique d'un produit qui va d'un fournisseur jusqu'au caddie du client en magasin. Et quand on parle d'informations et de données produits, pour que vous ayez une idée de la volumétrie, derrière chacun des produits qui passent en caisse dans un de nos magasins, et c'est à peu près pareil chez nos concurrents, on a à peu près 450 attributs qui sont associés à chaque référence produit. Donc aujourd'hui, le nombre de produits qui sont potentiellement dans nos catalogues, c'est 1 million d'articles. Donc 1 million d'articles fois 450 000 attributs, plus toutes les modifications qu'on peut faire. Donc voilà les données qu'on gère aujourd'hui. 450, oui, je m'emballe. Voilà, 450 données produits. Voilà. Donc, pour bien comprendre, alors moi je ne viens pas du tout de l'administration commerciale, puisque j'étais dans une autre enseigne avant d'arriver chez U, et j'étais patron du marketing, et donc mon sujet à moi initialement c'est le commerce et le client. Et donc en découvrant ce service, alors pourquoi je suis arrivé dans ce service-là? Bon, tout simplement parce qu'on a voulu, au niveau de la coopérative, un peu changer la perception de cette activité. Et moi j'ai découvert une activité qui était en difficulté,
beaucoup de données à faire passer dans les systèmes, des problèmes de fiabilité importants, et au sein de nos organisations, finalement, beaucoup de tensions. Donc c'est des choses qui ont fait écho à ce que j'entendais ce matin. Le service est en réalité coupé entre deux entités. Une entité qui capte la donnée du client, c'est ce qu'on appelle le référencement, et une entité qui le diffuse vers les magasins, c'est ce qu'on appelle l'offre. Et le problème que j'avais à résoudre, c'est deux équipes qui finalement sont en lien très fort, en lien de dépendance excessivement fort, mais en très très grande tension. Et donc le sujet majeur, c'est effectivement comment on peut effectivement revoir notre façon de travailler, notre organisation, pour que finalement on remette de la fluidité dans ce dispositif-là, entre des personnes qui à la base faisaient partie de la même équipe, puisque c'est une transformation, faisaient partie de la même équipe, ce sont plutôt des gens qui s'apprécient, mais sur lesquels finalement on avait énormément de tensions, et c'est là que finalement on a fait appel à des amis, parce que quand on regarde ce service, vous voyez sans doute, vous avez sans doute entendu parler de Dominique Schelcher, qui est le patron de la coopérative U. Ma première présentation à Dominique Schelcher, je vous le dis vraiment, c'est comme ça que j'ai eu droit à, c'était assez cash, c'est de me dire, ton service est un service qui est un facteur de non-qualité dans l'entreprise. C'était mon premier jour, j'étais très content. Donc tout va bien. Donc c'est un fait acquis, dont acte. Deux, je vous l'ai dit, une réorganisation en cours avec des équipes qui étaient en grande difficulté et qui ne comprenaient pas forcément le sens des actions et pour lequel la transformation était quelque chose qui était subi et pas forcément bien accompagné. Voilà, et on avait effectivement cette situation. Et puis, comme toujours, je pense que ça va faire écho à beaucoup de choses. Quand je questionnais mes équipes, le problème était forcément ailleurs. Puisque si on avait de la non-qualité, c'est parce que les acheteurs nous avaient donné des informations fausses, parce que le fournisseur n'avait rien compris, parce que finalement l'utilisateur final n'avait pas utilisé la bonne donnée. Bref, le problème était ailleurs. Et donc le choix délibéré, voilà, que j'ai porté, puisque Laurent, tu m'as posé la question. Qu'est-ce que tu attends de la démarche? Qu'est-ce que tu attends du Lean, Eric? Voilà, et donc moi j'ai dit, d'abord on va commencer par régler nos problèmes chez nous. Donc on va regarder ce qui se passe chez nous, et après on verra comment on peut étendre le sujet. Et donc finalement, j'ai fixé 3 objectifs. Le premier, c'est de dire, j'ai quand même un problème, c'est que mes équipes, elles vont vraiment pas bien. Donc comment puis-je faire en sorte pour que mes équipes aillent mieux? Voilà. Deuxième point, c'est finalement comment, entre deux équipes où les gens à la base s'entendent bien, on peut recréer du lien entre les deux. Et puis 3, parce que c'est quand même ce qui m'a été dit à la base, c'est comment on fait pour que le système produise finalement une qualité qui est meilleure en sortie de l'ensemble du processus. Voilà. Et puis là, je pense que je vais rien vous apprendre, puisque c'est ce que j'ai entendu. On retrouve la charrue, que vous connaissez sans doute bien. Et effectivement, les équipes m'ont dit, ce que vous devez entendre systématiquement dans ce type de démarche, c'est évidemment ce que tu nous demandes. Alors, on vient de sortir d'une transformation, tu ne vas pas encore nous transformer. Voilà. 2, mais tu nous demandes un truc, mais tu t'imagines même pas à quel point on est à la rouille. Et donc, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Et puis, en fin de compte, si on avait des outils informatiques qui fonctionnaient, ça irait quand même beaucoup mieux et on serait beaucoup plus productif et on aurait effectivement une meilleure qualité. Bon, je pense que ce que je vous dis là n'est rien de nouveau sous le soleil. Tous ceux qui ont fait un peu de conduite dans le changement dans leur vie ont déjà vécu ça. Donc, la charrette, je l'avais déjà depuis bien longtemps dans mon ordinateur pour pouvoir effectivement la produire. Voilà. Laurent, c'est toi qui nous parles de la démarche? Voilà, rapidement. Donc pour répondre à la demande d'Eric, on lui a proposé de mettre en place une démarche, je prends un peu d'espace, relativement classique, avec une première étape, c'est d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Donc une phase d'immersion qui nous a permis de faire un premier diagnostic et donc de savoir d'où partaient les équipes. Maintenant, savoir d'où on part, c'est bien. Savoir où on doit les faire arriver, c'est bien aussi. Et donc, on a demandé, et ça Laurence nous le présentera juste après, de définir le challenge. Où vous voulez que vos équipes soient dans 12 mois. Une fois qu'on sait d'où on part et qu'on a le challenge,
les équipes, il faut les embarquer. Le slide juste d'avant, il vous montre que spontanément, les équipes, elles n'ont pas forcément envie d'y aller. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'ateliers ciblés qui ont permis de mettre en mouvement les équipes. Un point important, on développera aussi après, c'est comment on a géré en fait l'alignement entre la volonté d'Eric, le management intermédiaire, le management opérationnel et les collaborateurs. Et enfin, le dernier point qu'on a utilisé, c'est le moteur de l'amélioration continue, c'est la résolution de problèmes, donc le PDCA. Alors, j'étais super fier ce matin de vous faire découvrir une représentation du TPS. On a été complètement spoliés par Arnaud et Richard. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, bon, le TPS, vous le connaissez tous, c'est à la fois une représentation de comment fonctionne un système de production, mais c'est aussi une très bonne représentation de comment on peut analyser les choses. C'est une bonne grille d'analyse, en fait, d'une situation à un moment donné. Et donc, ce qui était plus important pour moi, c'était de voir ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire vous dire, c'est aussi une manière d'avoir des lunettes spéciales, les lunettes du Lean. Et là, on a été complètement spoilé par Nicolas, qu'on a parlé aussi ce matin. Et ces lunettes, elles nous permettent quoi? Elles nous permettent de voir des choses que les équipes ne voient pas, et on aura des illustrations après, mais aussi et surtout de voir des choses que les équipes ne voient plus, c'est-à-dire auxquelles elles se sont adaptées, qu'elles ont banalisées, mais qui, du point de vue du Lean, ne sont absolument pas acceptables. Juste sur le TPS, hein, c'est une grille d'analyse qui nous permet de partir en fait, du point de vue du client, ce que Laurence va nous expliquer, le point de vue du processus et le point de vue de l'organisation et des collaborateurs. Alors, le point de vue du client, Laurence? Alors, effectivement, le client, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est essentiel. Les clients de l'Adminco, c'est qui? En fait, c'est les acheteurs, les assistants commerciaux, les approvisionneurs, mais également le service offre, donc mon service, qui est client du service référentiel dont a parlé tout à l'heure Eric. Donc il y a une douzaine de personnes qui ont été interrogées et en fait il y a une distinction très claire entre ce qui relève des compétences des personnes, parce qu'on voit qu'il y a une note de satisfaction de 8,4 sur 10, et ce qui relève plutôt des outils, de manière plus générale du cadre de travail, avec une note qui est assez faible, hein, de 5 sur 10. Parmi les irritants qui ont été remontés par les équipes, on est allé chercher des ajustements des règles et de l'organisation qui ont permis d'aplanir un certain nombre de tensions qui étaient importantes et dont parlait Eric tout à l'heure entre les deux équipes référentielles et offres. Par contre, tout ce qui relève des outils, n'étant pas la main des équipes, on ne s'en est pas du tout préoccupé dans la démarche. Deuxième... Du point de vue du processus. Pardon ? Du point de vue du processus. Oui, merci. Alors, on voit sur le graphique de droite que tous les voyants sont verts. En fait, ça représente le respect des délais de livraison des catalogues que l'on envoie au point de vente. Donc, la qualité est là. 100% des délais sont respectés par l'administration commerciale. Par contre, ce que ne montre pas cet indicateur, c'est toutes les difficultés que peuvent avoir les équipes pour respecter ces délais-là. Donc, du coup, on peut se demander est-ce que c'est vraiment un bon indicateur ? Alors, on a continué en fait notre investigation et en termes de qualité, là, par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de retouches dans le processus. Donc, ce que vous voyez en bleu là, c'est le nombre de produits qui vont être publiés dans un catalogue. Ce que vous voyez en rouge, c'est le nombre de modifications qui sont demandées par les achats à la première relecture du catalogue. Donc le catalogue, il vient juste d'être saisi, en fait, d'être sorti. Et en gros, il y a quasiment 75% des produits sur lesquels il faut revenir. Donc il y a une deuxième version du catalogue sur lequel on a encore une quinzaine de pourcents de modifications. Puis il y a une troisième version, et là, on a encore une vingtaine de pourcents de modifications. Donc un niveau de retouche extrêmement élevé dans le processus. Avec, quand on analyse l'origine, très souvent, une origine qui n'est pas due à la non-qualité du travail de l'administration commerciale, mais qui est plus liée à la non-qualité de l'entrant, les fiches produits venant en fait, du fournisseur, et donc relativement peu à la main des équipes. On a regardé aussi en termes de flux, donc là on arrive plutôt dans la base, en fait, sur le lissage.
ce qu'on constate, c'est que les flux ne sont pas du tout lissés. Il y a une très forte variabilité. On a des volumes qui vont de 1 à 3 d'un mois sur l'autre. Et ça, c'est aussi une situation que subissent les équipes de l'administration commerciale, qui est liée à la saisonnalité des catalogues et sur lesquels elles n'ont pas la main. Donc quand on fait un petit bilan de ce diagnostic et qu'on se dit la satisfaction client, les irritants clients ne sont pas à la main de l'équipe, les délais, tout va bien, la qualité, la non-qualité n'est pas à la main de l'équipe, le lissage des flux n'est pas à la main de l'équipe. Vous dites bien que je suis retourné voir Eric. Je dis, écoute Eric, moi je veux bien accompagner tes équipes, mais ce serait quand même pas mal de travailler avec l'amont, d'accord, qui est quand même générateur d'un certain nombre de dysfonctionnements. Ok Eric ? Et la réponse, donc vous l'avez compris tout à l'heure, j'ai répondu à Laurent que c'était une très bonne idée, mais pas tout de suite. Et que donc le sujet, c'était bien de nous préoccuper de nos sujets à nous, parce qu'il y a malgré tout un certain nombre de points. On voit bien que dans les actions de retravail qu'on évoque, bien sûr, il y a des choses qui sont subies. Ça n'empêche, manifestement, on n'a pas les bons indicateurs, ou on n'avait pas les bons indicateurs, les bonnes lunettes, pour voir finalement si notre équipe avait la bonne organisation, le bon fonctionnement, et si les bonnes pratiques étaient bien partagées entre les uns et les autres. Donc, avant d'aller voir ailleurs, on nettoie notre chambre. Voilà. Alors, dernier élément du diagnostic, c'est la mesure de la qualité de vie au travail et des conditions de travail au travers du score NPS. Donc, pour rappel, le NPS répond à la question dans quelle mesure recommanderiez-vous notre entreprise pour y travailler. Il est calculé quand on prend le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Et on voit qu'en 2024, le NPS n'était pas bon. Il était à peine de 12, vraiment peu élevé. Donc on estime que la qualité de vie au travail, en fait, elle a été dégradée par, on l'a dit tout à l'heure, une réorganisation qui a parfois été mal vécue par certains collaborateurs, une équipe qui a été scindée en deux, donc des process qui ont été revus. Voilà, ça n'a pas forcément été facile à appréhender. Mais aussi par les fluctuations dont parlait Laurent tout à l'heure, sur les pics de charge, des ruptures de charge, et puis par la non-qualité des entrants. Voilà. Donc, tous ces irritants-là font qu'on avait en 2024 un NPS faible de 12 à l'administration commerciale. Donc le sujet, mais je vais te passer la main, parce que le sujet, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et ça, c'est une vraie question managériale, c'est au final, quelle est la vision que l'on veut construire. Et donc, là j'ai passé la main à mon équipe en disant, mais vous êtes deux patrons d'équipe, qu'est-ce que vous décidez de faire ensemble pour que ensemble, finalement, la qualité s'améliore, la qualité de vie s'améliore pour l'ensemble de nos équipes. Et c'est votre vision qui va finalement être le guideline de nos actions. Donc, Laurence, votre vision, ta vision avec Ludovic. Voilà, donc là vous voyez la photo Ludovic qui est mon homologue sur la partie référentielle. Donc c'était vraiment important pour nous de réfléchir à la vision commune qu'on voulait véhiculer auprès de nos équipes, donner du sens, les challenger aussi pour les mois à venir. C'était vraiment important d'exprimer la valeur produite par les équipes. Et donc avec l'accompagnement de Laurent, on a réfléchi pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures, pour réussir à produire ces 2 phrases-là, que je ne vais pas forcément vous lire, mais peut-être en retenir au moins les mots-clés qu'on voit en bleu. Collectif d'experts, timing, qualité, simplification, fluidification, tout ça, c'était vraiment des mots qu'on avait envie de mettre en avant. Et cette phrase-là, elle est affichée sur nos plateaux respectifs et nos équipes la voient tous les jours. Et c'est important pour nous d'avoir cette vision commune, justement pour pouvoir parler d'une seule voix entre référentiel et offre. Donc le sujet, c'est finalement comment on embarque les équipes et comment on les met en mouvement par rapport à cette vision, à ce diagnostic. Alors, l'idée, c'est à la fois de leur faire découvrir les concepts du Lean et de démystifier une démarche qui est relativement rigoureuse et qui, si elle n'est pas accompagnée d'un peu de bonne humeur, peut être vécue comme un peu rébarbative. Donc, au moins dans un premier temps. On a fait un atelier voix du client pour que les équipes découvrent la vision que les clients pouvaient avoir de leur qualité de service, qui a plutôt été bien vécue parce qu'il y avait une bonne vision de la part des clients. On a fait le célèbre atelier cocotte. Encore une fois, on a été spoliés ce matin. La prochaine fois, on passe à 9h. Et qui est, alors, du point de vue du coach, c'est un atout formidable.
Parce que faire vivre à l'ensemble de l'échelon managérial cet atelier-là et qui leur permet d'avoir la démonstration de la puissance d'un certain nombre de principes et d'outils du Lean, ça permet de lever énormément de freins pour la suite, de pouvoir s'y référer, de pouvoir s'appuyer dessus et de gagner énormément de temps. Ça permet d'ancrer déjà certaines convictions. Après, on a travaillé sur un atelier qualité, un atelier gestion des flux et un atelier performance. Voilà. Autre sujet, autre pilier du dispositif qu'on a mis en place, c'est comment aligner l'équipe managériale avec ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire une OBA. Voilà. Je prends la main. Donc, effectivement, l'OBA, c'est une réunion qui a lieu toutes les semaines, qui réunit les managers des équipes référentielles et offres, donc mon homologue Ludovic qu'on a vu tout à l'heure, nos managers opérationnels, notre sponsor qui est là tout le temps, Eric, et puis nos coachs Lean qui nous ont bien sûr accompagnés dans la démarche. C'est vraiment un dispositif clé dans l'alignement de l'équipe managériale. Ça nous permet, alors on le voit ici, de voir ensemble, comprendre ensemble, agir ensemble et apprendre ensemble. Lors de ces réunions, on partage les indicateurs de performance qu'on a nous-mêmes construits. Donc des indicateurs de flux, de stock, de qualité, également le team mood. Le team mood, en fait, ça mesure l'état d'esprit des équipes au jour le jour, donc ça permet à chaque manager de savoir comment vont ses équipes. Il y a des notations de 1 à 5. Ça, c'est vachement important quand on est en télétravail ou quand on a des équipes un peu à distance, de pouvoir sonder le bien-être des équipes. Ces réunions-là durent 45 minutes. Alors très clairement, les premières réunions, on ne tenait jamais le timing parce qu'on avait tendance à vouloir résoudre les problèmes lors de ces réunions, alors que c'est vraiment pas le lieu. Et grâce à l'accompagnement de nos coachs, on a réussi vraiment à recentrer les échanges sur la performance et à être beaucoup plus efficace dans nos réunions. Donc maintenant, le time de 45 minutes, on le tient plutôt pas mal. Alors il y a quelques mots-clés qu'on associe à cette démarche et à l'OBIA. En fait, la première, c'est la clarté. Ce qui est important, c'est que l'ensemble des acteurs voient la même chose au même moment et qu'on sorte des perceptions, qu'on sorte du subjectif et qu'on objective les choses avec des mesures, avec des faits. Donc ça a été une grande avancée dans un environnement dans lequel l'oral avait une grande part. Le deuxième mot-clé important, c'est la confiance. Et la confiance, c'est quoi ? C'est un espèce de petit capital que nous a confié Eric dès le début. Donc Eric, je l'ai découvert le jour de la réunion de lancement. Et je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a accordé sa confiance spontanément. Moi non plus. Voilà. Et il ne me l'a pas accordé que à moi, il l'a aussi accordé à l'ensemble de ses équipes. Mais là, tu n'avais pas trop le choix, n'étant pas expert en fait de l'Adminco. Voilà. Et les équipes m'ont fait aussi confiance. Et la confiance, c'est vraiment la fondation sur laquelle on peut construire une relation gagnant-gagnant dans la durée. C'est un petit capital de départ qui, s'il est accordé, ne fait que se conforter au fil du temps. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important. L'autre, c'est la collaboration. Il y avait une réorganisation qui avait scindé en fait la chaîne de valeur et les équipes en deux, avec une vraie perte de confiance entre les équipes, un vrai déficit de collaboration. Donc ça a permis de remettre la collaboration au centre. Très souvent, quand on accompagne des équipes, ils nous disent on va faire l'OBIA, on a un CODIR toutes les semaines, donc on va faire l'OBIA dans le CODIR. Non, on ne va pas mettre l'OBIA, qui est un exercice complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. On va faire quelque chose de très spécifique parce qu'on va travailler de manière différente. Tout à l'heure, Laurence, tu parlais de l'indicateur en fait en sortie, qui était super bon, 100% des délais respectés, et tu posais la question de savoir si c'était le bon indicateur. Eric, tu as une idée ?
Bah, clairement, non, puisque c'était bien de respecter les timings, mais on voit très bien que ça nous mettait en très très grande difficulté, puisque le timing était respecté, mais les erreurs étaient là et de manière très très massive. Et on voyait surtout des stocks qui montaient, qui descendaient, qui n'étaient absolument pas maîtrisés, et avec le sentiment que les équipes, finalement, au jour le jour, découvraient ce qu'ils allaient avoir à faire le jour même, voire finalement pour la semaine à venir. Donc en fait, un sujet majeur qui est finalement un indicateur sur lequel toute l'entreprise est focalisée, qui était peut-être tout simplement pas le bon. Alors, changer ce prisme, c'est-à-dire changer un indicateur qui est en sortie de la boîte noire pour mettre le projecteur à l'intérieur de la boîte noire, et trouver un indicateur qui nous dise « Ok, le flux, il arrive au bon moment, mais comment il a vécu, ce flux, en fait, à l'intérieur de la boîte noire ?» Donc, ce qu'on a mis en place, c'est cet indicateur de stock. Une fois on l'a mis en place, qu'est-ce qu'on a découvert? On va le voir après. Première étape, en fait, donc le plan du PDCA, c'est j'identifie le problème. On a une image qu'on utilise parfois, qui est la question qu'on pose à Albert Einstein. Albert, si vous aviez 1 heure pour sauver le monde, que feriez-vous? Et Albert, en fait, de répondre, je passerai 55 minutes à comprendre le problème et 5 minutes à mettre en place la solution. Alors, merci Albert, parce que ça redonne à cette étape de compréhension et d'analyse du réel sa place et son importance. Et puis ça donne aussi une caution un peu scientifique à ce qu'on a constaté. Là, ce qu'on constate, vous avez le stock de la première équipe, l'équipe préférentielle, qui sur les semaines 45 à 50 est relativement stable, donc fin d'année 2024, et qui explose littéralement sur la fin décembre. La manière dont on a appréhendé ce sujet, c'est une manière tout à fait scientifique. On a utilisé une approche scientifique. Alors je vous rassure, vous l'avez tous et toutes maîtrisé, cette approche scientifique, jusqu'à ce que vous entriez dans l'âge des certitudes et des réponses toutes faites, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 5-6 ans. Cette approche scientifique, vous la connaissez? C'est les 5 pourquoi. Voilà. Donc, question, pourquoi le stock augmente? Premier niveau de pourquoi. Un stock, c'est une variation de stock, c'est un écart, un déséquilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc le sujet, c'est quoi là? C'est ce qui sort ou c'est ce qui rentre? C'est ce qui rentre. Le niveau des entrées multiplié par 2. D'accord? Pourquoi ce qui sort ne s'aligne pas en fait sur ce qui rentre? Est-ce que, donc deuxième, pourquoi? Est-ce que l'équipe a la capacité à s'aligner et donc à produire davantage? Oui, elle a la capacité. Alors pourquoi elle ne le fait pas? Alors, elle ne le fait pas pour première raison, c'est que en fait ça c'est pas grave. C'est pas grave parce que les dates de livraison des catalogues, c'est pas pour maintenant. On a encore le temps. Donc on a complètement structuré la gestion de l'activité par des dates au plus tard. Ça génère le fait qu'on s'accorde en fait de voir le stock monter. On a à peu près conscience qu'on se met en risque. Donc voilà, donc vraiment un principe de gestion, et quand Eric disait on a changé de prisme, c'est en fait le manager, on a changé aussi sa manière de gérer. Ce que tu gères, c'est plus des dates fins, ce que tu vas gérer, c'est du lissage. Le deuxième point, c'est que derrière, il y a les équipes de Laurence, et les équipes de Laurence, elles attendent d'être alimentées. Les équipes de Laurence, c'est le client de cette première équipe référentielle. Et là, on a des personnes qui sont en rupture de charge. Pourquoi elles sont en rupture de charge? Parce que la première équipe n'a pas la visibilité sur ce qu'attend le client. Il n'a pas la visibilité sur le stock du client. Voilà. Donc, première cause, en fait, le rythme de livraison qui est insuffisant. Deuxième cause, c'est parce qu'on gère en fait par échéance. Troisième cause, c'est parce qu'en fait, on ne suit pas les stocks. Ce n'est pas quelque chose d'important. Quatrième cause,
les livraisons, elles se font par dossier. Un dossier, ça peut être une fiche produit, ça peut être 250 fiches produits. La règle, c'est on ne livre à l'équipe suivante qu'un dossier finalisé. Donc 250 fiches produits, un gros dossier comme ça, c'est 5 jours pour une personne. C'est-à-dire que pendant 5 jours, on ne livre rien. Autre cause, on aimerait bien livrer parce qu'on a pratiquement terminé, sauf qu'on a 2 fiches qui sont bloquées parce qu'on est en attente d'informations qui permettraient de les finaliser. Et donc on se rend compte qu'on a beaucoup de fiches qui sont bloquées du fait qu'il y a une incomplétude et qu'on attend des réponses. Alors par rapport à ça, on rentre dans... Voilà. Qu'est-ce qu'on fait les équipes ? Alors, on a estimé que c'était vraiment important pour bien piloter l'activité, de la rendre visible. Donc, tous les jours, les managers opérationnels, les équipes référentielles et offres organisent des points avec leurs équipes respectives, passent en revue les actualités, les urgences de la journée, les points divers. Ils se basent pour ça sur du management visuel, alors un petit peu différent de ce qu'on a vu ce matin. Ils s'appuient sur l'outil Miro, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. Et donc là, ce qu'on voit là, sur la droite, c'est 2 des indicateurs qui sont suivis par le manager opérationnel de l'équipe référentielle. Le premier indicateur permet de faire un zoom sur le stock de l'offre. Alors pourquoi c'est important ? Laurent l'a dit tout à l'heure, si mon équipe n'a pas de stock et que derrière elle n'est pas alimentée, on se retrouve en rupture de charge. A contrario, si on a déjà un stock qui est hyper élevé et qu'on continue à recevoir plein de fiches produits, notre stock va grossir et on va avoir du mal à libérer les fiches. Et donc, c'était essentiel de travailler vraiment en flux tiré pour le référentiel, d'avoir cette vision des besoins de son client, donc de mon équipe, offre, pour pouvoir vraiment adapter sa production du jour à nos attentes. C'est ce qu'on voit sur la droite. Sur la droite, c'est les objectifs de production qui sont définis par le manager de l'équipe référentielle. Et donc, en fonction du stock qu'on a, il adapte, il ajuste cet objectif de production. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objectifs de production, ils sont aussi partagés avec ma propre équipe. Donc ces chiffres-là remontent dans le Miro de mon manager opérationnel qui sait exactement le nombre de fiches produits qu'elle va recevoir de la part du référentiel, ce qui lui permet aussi d'adapter sa charge de travail, la charge de travail de ses équipes au quotidien. Donc il y a une vraie synchronisation entre les 2 équipes, référentiel et offre, sur la charge du jour. Et le fait de travailler en flux tiré fait qu'on n'a plus ces pics de charge ou ces ruptures de charge. Et là, c'est ma phrase type que mon équipe m'entend dire très régulièrement, pour pas dire tout le temps, parce que c'est une vraie conviction que j'ai pour le coup depuis très longtemps. C'est ceux qui font, ce sont ceux qui font qui savent. Alors c'est d'autant plus facile quand on est patron d'un service dont on a été soi-même pas acteur directement, mais c'est une excellente pratique qui permet de dire finalement, la plupart du temps, nos collaborateurs ont la réponse à la question qui est posée. Et par facilité, par lâcheté, par tout ce qu'on veut, le manager a souvent d'apporter la réponse. Sauf qu'en apportant la réponse, il enlève l'initiative, il enlève la confiance. Donc je fais confiance en disant que c'est ceux qui font, qui savent, et c'est donc eux qui sont en réalité en capacité d'apporter la solution. Tout à l'heure, on a parlé d'atelier cocotte. Juste pour raconter l'anecdote, en fait, je connaissais l'atelier cocotte, j'avais déjà fait avant, et je me suis amusé à me mettre un endroit dans la chaîne de l'atelier cocotte, qui est l'endroit où ça, en général, c'est là où ça pédale dans la semoule, faut plier la feuille en 3. Donc je me suis mis là, et donc évidemment, je suis nul pour plier une feuille en 3. Donc ce qui a permis de faire réagir mon équipe, en disant, mais en fin de compte, d'abord c'est compliqué, parce qu'il faut aller dire au chef, t'es nul, tu sais pas plier une feuille en 3. Mais de notre côté, ça amène une autre réflexion, comment on fait pour que le chef, il puisse plier les feuilles en 3 ? Et donc, le chemin qui est amené par cette démarche-là permet aux équipes finalement de comprendre que leur rôle est effectivement clé et que plutôt que de mener une action bête et méchante, ou en tous les cas faire exécuter, faire un pas de recul, et c'est ce qu'on a fait avec l'atelier cocotte, et c'est ce qu'apporte l'atelier cocotte, ça vaut le coup de s'arrêter, de faire un pas de recul et de réfléchir à la façon avec laquelle on va faire les choses. Et donc c'est ce que les équipes ont fait sur les problèmes qu'on vient d'évoquer. Solution, c'est eux qui nous ont apporté en disant finalement, plutôt que d'attendre les 250 pour tout envoyer, si on envoie des petits bouts, est-ce que ça simplifie pas le fonctionnement ? Oui, évidemment, c'est pas très compliqué, et ça, effectivement, on peut le faire. Et en évitant et en réduisant la taille, finalement, on évite les ruptures de charge dans les équipes suivantes. C'est l'atelier cocotte.
Deuxième chose, c'est effectivement, quand on a des sujets à traiter, on a des sujets avec des problématiques qui sont différentes. Et comment font les équipes? Et là, et forcément, en observant, on se rend compte que certains ont une capacité à... C'est bizarre, ils vont plus vite que les autres. Alors, est-ce qu'ils ont une main supplémentaire? C'est quoi le sujet? En fait, non, c'est simplement que certains ont pris le parti pris de traiter d'abord les sujets les plus simples et de mettre de côté les sujets les plus compliqués. On n'en voit rien sur la Lune en disant ça, mais en faisant ça, on règle une problématique qui est celle de la mise en flux. Et donc, du coup, on enlève du temps d'attente, on priorise finalement les actions simples et rapides, et on repousse, ce qui permet à l'équipe suivante de faire son action, et on garde de côté les sujets qui peuvent être effectivement plus compliqués. Et puis voilà, donc il y a quelques exemples qu'on vous met. On a des sujets, des problématiques de taxes qui sont très complexes. Voilà, il y a des données qui sont très complexes à manipuler, qui nécessitent forcément un peu plus de temps. Et puis, c'est aussi réfléchir à des actions. Voilà. Donc là, en fait, l'équipe a travaillé sur tout ce qui est temps d'attente. C'est-à-dire que la révélation, c'était qu'un stock, c'est effectivement l'adéquation entre une charge et une capacité, mais aussi le résultat de temps d'attente. Donc là, les leviers qu'on a activés, c'est réduire tous les temps d'attente. Et puis, c'est aussi des petites améliorations continues. Là aussi, alors c'est... Pour comprendre un peu de quoi on parle, on a régulièrement des produits assez complexes qui sont vendus dans nos magasins. Alors là, on parle de box, des box. Vous voyez, quand vous faites vos courses en magasin, c'est des présentoirs où il y a plusieurs produits différents, un même parfum. Vous voyez ça en parfumerie, dans les produits beauté, etc., où il va y avoir différentes catégories de produits. Bon, ça, c'est des choses qui sont effectivement très complexes à faire aujourd'hui au niveau de nos équipes. Et en fait, tout simplement, là aussi, même logique. Comment on peut trouver ensemble des solutions, et c'est ce que les équipes ont fait, elles ont travaillé ensemble, elles ont apporté concrètement des solutions d'amélioration. Donc c'est des petits pas, on est sur des petits pas, on est sur du Kaizen, j'ai entendu le mot ce matin, donc voilà, il m'a dit qu'il fallait que je le replace, donc je le replace. On est sur des petits bouts d'amélioration continue qui permettent effectivement finalement d'améliorer la qualité de la production et de simplifier l'action effectivement des équipes. Alors après avoir travaillé sur tout ce qui est temps d'attente, on a commencé à travailler sur les temps de cycle, donc les temps de traitement, améliorer la capacité de l'équipe. Une des premières observations que j'ai faites dans l'équipe, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est la fiche produit. C'est le support sur lequel l'information produit arrive du fournisseur et est déposée. Alors avant, c'était un papier, ça a été dématérialisé sur Excel, arrive sur l'écran d'un collaborateur, d'une collaboratrice pour qu'il les saisisse dans l'outil qui est le référentiel produit. Et là, on s'est amusé à suivre le chemin que fait à la fois l'œil, la souris et le scroll, parce que ça ne rentre pas dans un écran, du collaborateur. Et donc, je me suis dit, waouh, super, là, il y a quelque chose à faire. J'ai été voir Laurence, manager, on dit, oui, on sait. Oui, mais moi j'ai les lunettes du Lean, celles qui disent que vous êtes adapté et que non, vous ne devriez pas vous adapter. Voilà. Et donc l'équipe, les opérationnels ont travaillé avec un UX designer, avec un développeur pour faire en sorte que cette fiche-là, elle ressemble à autre chose. Alors, elle ressemble à ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup plus joli, ok, mais c'est vachement plus pratique. Les principes qui ont guidé, c'est quoi? C'est on enlève toutes les données qui sont inutiles dans la fiche, on ne garde que celles qui vont aller enrichir le système d'info, et on les classe par ordre de saisie. Voilà. À l'arrivée, on a des équipes qui sont super contentes, et une fiche, on est passé de 3 minutes de temps de saisie à 50 secondes. C'est pas quelque chose qui s'est fait en une fois, il y a eu plusieurs itérations. Notamment sur le fait de ne plus ouvrir fiche par fiche, mais de faire des ouvertures en masse. Voilà, ce qui a beaucoup amélioré le confort. Ce qui est important là-dessus, c'est que l'idée, c'était pas de gagner du temps au départ. L'idée, c'était l'objectif d'Eric, c'était d'améliorer les conditions de travail. Et en fait, on est arrivé aux deux. Alors, on est serré dans le timing, donc je vais assez vite sur ce qui s'est passé. D'abord, le premier point qu'on a traité,
C'est toi? Non, c'était Bah, moi, mais c'est bah, pas vas-y, grave. Non, vas-y, mais tu es vas-y, lancé, vas-y. Eric. Je Bon, veux je pas suis te lancé. couper. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, concrètement, notre capacité d'absorber des volumes a été multipliée par 3. À équipe constante, simplement en apportant les résolutions qu'on vient de voir. En 4 mois, on a toujours ces variations de volume, mais on a une capacité, et les équipes ont une capacité de production qui a été complètement transformée. Le deuxième impact clé, c'est que nos stocks, alors bien sûr, il y a un effet de saisonnalité, mais notre niveau de stock a complètement chuté, et donc a amené une fluidité qui est bien meilleure au niveau de l'ensemble des équipes. Et ça, c'est un point clé. Et puis le troisième élément qui est important, c'est au final, forcément, le temps qu'on met pour traiter une fiche produit s'est réduit considérablement sur l'ensemble de la période. Donc on a gagné en efficacité finalement pour traiter les sujets qui nous étaient présentés, en menant effectivement ces actions sur la circulation de la donnée entre nous. Donc, aujourd'hui, ces nouvelles démarches, elles ont prouvé et elles prouvent aux équipes l'efficacité, hein, puisque tout ça, ce qu'on vous dit, c'est aujourd'hui, ça fonctionne effectivement. La question, c'est finalement, qu'est-ce qu'on a appris, Laurent, de cette résolution de problème? En fait, on a travaillé sur 3 leviers. On a travaillé sur du Kaizen, on a travaillé sur de la mise en flux, on a travaillé sur du pilotage. Avec je dirais un quatrième qui est quand même en fait les conditions de travail. Et on s'est aperçu que on a eu une nette amélioration, mais ça, je laisse Laurence et Eric le présenter sur la zénitude des collaborateurs. Sur l'efficacité, on vient de le montrer. Voilà. Alors, donc la qualité de vie au travail. Je vais vous apprendre un scoop, en fait. C'est que la performance est intimement liée à la qualité de vie et aux conditions de travail. J'en avais la conviction, j'en ai maintenant la certitude, et on en fait la démonstration. Et les équipes de la coopérative viennent de voir ce qui se passe dans notre service, parce que ça impressionne tout le monde. Et puis deuxième chose, tout à l'heure, Laurence vous a montré un indicateur qui est celui de la qualité de vie au travail, donc qui est le fameux NPS. Voilà, sur un an, le NPS qui était à 12 sur l'équipe est passé à 58, 59. En un an de transformation, voilà ce qui s'est passé dans la perception de l'activité de nos équipes qui sont restées exactement la même activité, sur lequel on n'a pas modifié les effectifs, on n'a pas d'effectifs supplémentaires, on n'a rien changé. On a les mêmes managers, on a les mêmes équipes. Par contre, les managers, on les a fait un peu bouger dans leur tête, et ça, c'était l'aspect le plus important de l'affaire. Alors, premier renseignement, c'est changer le prisme. Le prisme initial, c'était on gère des dates, on gère des échéances, on gère des jalons, et on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Donc ça a été vraiment mettre en place un indicateur clé qui a été l'indicateur de stock. Ça a été une grosse avancée parce que ça a permis de faire apparaître et de faire donc travailler en termes d'amélioration des choses qui n'étaient pas vues avant parce que pas mesurées. Le deuxième enseignement, c'est que on a mis en place un cadre. Et cadre, ça a aussi une exception, c'est ça réduit, ça limite. En fait, là, le cadre, il a une fonction vraiment libératoire. C'est le cadre que l'on a mis en place qui a permis de voir des choses, de lancer des initiatives, de faire en sorte que les collaborateurs, les collaboratrices collaborent. Voilà. Donc ça a été en fait le cadre libérateur qui est un enseignement. Et puis Laurence qui attendait toujours les grands outils informatiques qui allaient résoudre tous les problèmes. J'ai arrêté de les attendre. Et en fait, on a pris les choses en main et on s'est rendu compte que finalement, en faisant des améliorations au jour le jour, on avait des impacts positifs et beaucoup plus durables et surtout très rapides pour les équipes. Donc, on a arrêté d'attendre les outils, on a arrêté d'attendre des changements d'organisation, on a pris les choses en main, les équipes ont pris les choses en main. Donc, moi, ce que je retiens de cette démarche, c'est que ça a mis mon équipe en mouvement. Il y a aujourd'hui une vraie dynamique d'amélioration continue au quotidien, et ça, en tant que manager, c'est vraiment hyper agréable. Voilà. Alors la manière dont on aborde le sujet, parce qu'on entend souvent qu'on attend des gens qu'ils changent, on leur a donné des formations, on leur a transmis des messages, c'est que la conviction qu'on partage avec Eric, c'est que ce qui va déterminer les comportements, c'est le système.
et que ce qu'on a voulu mettre en place, en fait, c'est un système. C'est à la fois un système de production et un système d'apprentissage. Et que l'ensemble de ce système, c'est ça qui a fait évoluer les comportements des gens. Donc la culture, elle émerge pas forcément spontanément, il faut mettre le cadre et le dispositif qui permet de le faire émerger. Bien sûr, on a travaillé, et notamment avec l'OBEA, sur la montée en compétence de tous les acteurs en parallèle, parce que ce que j'avais vécu auparavant, parfois, c'était on travaille en local, on travaille à un échelon, 6 mois après, on revient, il n'y a plus rien, parce que la belle dynamique, elle a été complètement broyée par le fait qu'on n'a pas fait monter tout le monde en même temps. Et puis, il fallait des résultats rapides et concrets. Là, ils ont été plutôt rapides et puis très concrets. Voilà. Et donc le sponsor a quelques mots à dire. Moi, je suis effectivement convaincu depuis très longtemps que les comportements sont liés aux organisations. Donc j'ai souvent entendu dire mes collaborateurs ne s'investissent pas. La question que je réponds à chaque fois, c'est mais comment toi, tu t'occupes de tes collaborateurs? Voilà. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Et il ne faut pas confondre, et ça c'est aussi le message que j'ai porté dans l'entreprise, le bien-être des collaborateurs, ça ne se résume pas à mettre un baby-foot dans une salle de pause. Voilà. Et donc c'est bien effectivement important et l'attention qu'on leur porte. Les convictions aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai confiance dans mon équipe. Et je montre que j'ai confiance dans mon équipe. Et je persiste à dire que c'est ceux qui font qui savent et c'est eux qui font, donc c'est eux qui savent. C'est important de donner du sens pour savoir effectivement ce qu'on fait. J'ai commencé mon exposé en vous parlant de ce qui se passait en caisse. En fait, mon équipe fait véhiculer des données dont la finalité est qu'un produit passe en caisse, en magasin. C'est compliqué de donner du sens à des équipes qui saisissent des données. À partir du moment où je leur ai fait comprendre que le sujet majeur, c'est que la qualité de l'information permettait que quand eux-mêmes sont clients, leur expérience en caisse, en magasin, se déroule correctement, et c'est le fruit de leurs actions. Donc c'est important de donner le sens et la finalité de l'action. Parfois dans nos métiers qui sont parfois un peu conceptuels, c'est parfois un petit peu compliqué. Le troisième truc, c'est finalement challenger le statu quo. Voilà, hein, c'est le fameux c'était mieux avant. Donc en général, quand on me dit ça, je dis oui, ma grand-mère disait la même chose. Bon, ça, je ne l'ai pas tenté avec le président de la coopérative, mais c'est quand même ce que je pense. Il faut des ambitions réalistes et mesurables. Hein, voilà, c'est aussi une conviction. Avant de gravir l'Everest, essaye la colline d'en face. Voilà, je pense que ça se va bien. Et puis le fameux mot magique que Laurent nous a réappris, qui est un mot génial, parce que moi, quand je vais en OBEA, j'ai un seul mot à utiliser, c'est pourquoi. Voilà, et donc c'est un job qui est hyper facile. Je demande à chaque fois pourquoi. Voilà, donc je remercie Laurent pour son accompagnement. Merci. Laurence et puis Ludovic qui n'est pas là dans mes équipes, pour m'avoir fait confiance quand on a commencé à monter ce sujet-là, parce que la confiance, c'est dans les deux sens. C'est celle que je peux donner, mais c'est celle qu'eux m'accordent, et c'est ce qu'ils ont fait en nous accompagnant sur ce projet. Voilà, je vous remercie.